Mais je reviens ici à l'affaire. La rencontre aboutit à un accord douanier. L'accord douanier qui va créer une continuité de zone entre le Togo et l'AES. De telle façon que les marchandises qui arrivent au port du Togo seront traitées comme les marchandises togolaises qui arrivent au port du Togo. L'esprit de l'accord dont j'ai commencé à lire le contenu, c'est ça. C'est que les marchandises de l'Alliance des États du Sahel qui arrivent au port de Lomé seront bientôt traitées exactement comme les marchandises togolaises qui arrivent au port de Lomé. C'est-à-dire qu'il va y avoir une continuité douanière très forte entre le Mali, le Burkina, le Niger et le Togo. De telle façon qu'en fait, les hommes d'affaires maliens, burkinabés, nigériens qui passent par le port de Lomé, eh bien au port de Lomé seront comme s'ils étaient au port de Niamey. Au port de Lomé seront comme s'ils étaient au port de Bamako. Au port de Lomé seront comme s'ils étaient au port de Ouagadougou. Est-ce que vous comprenez? Parce que la recherche d'une continuité douanière va créer une osmose économique. Voilà pourquoi je le traduis en langage géopolitique en disant que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel a désormais un port naturel, c'est le port de Lomé au Togo. Elle vient de briser officiellement et durablement son enclavement à travers cet accord. Oui, puisque les marchandises peuvent entrer et sortir maintenant en permanence avec le moins de complications possible. Ce ne sera pas la même chose que ce qui se faisait, par exemple, avec le Bénin, où les marchandises, quand elles arrivent au port de Cotonou, étaient traitées comme des marchandises nigériennes, des marchandises à part. Les accords douaniers qui se mettent en place maintenant entre l'AES et le Togo sont des accords de continuité douanière. C'est-à-dire que les marchandises de l'AES seront traitées au port de Lomé comme les marchandises togolaises. Ça, c'est un grand acte panafricaniste. Moi, je suis un critique de la dictature de Faure Gnassingbé. Je continue à demander au président Faure Gnassingbé de libérer les innocents prisonniers politiques au Togo, mais j'ai l'obligation de reconnaître, quand il prend des décisions d'intérêt vital pour les peuples africains, que ce sont des décisions positives. C'est bien. Même s'il est un dictateur, quand un dictateur fait cela, certes, c'est sans doute pour améliorer son propre cas, mais puisque cela contribue à renforcer et améliorer la vie des populations, on doit dire que ça, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Et lui demander de libérer les prisonniers politiques. De permettre aussi au peuple togolais de bénéficier de la même respiration que les autres peuples libérés par des patriotes révolutionnaires. Mais cet accord de continuité douanière est un acte positif du Togo. Que le Togo soit dirigé par Faure Gnassingbé ou qu'il soit dirigé par un président démocratiquement élu, il faut maintenir ces accords de continuité douanière. Il faut maintenir cette fluidité. Il faut maintenir cette ouverture du port de Lomé sur les pays frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'est un acte panafricaniste incontestable, quel que soit celui qui le pose. Il faut ouvrir. Qui plus est, le droit international prescrit qu'on ne puisse pas empêcher un pays sans littoral d'accéder à la mer. Si les gens respectaient le droit international, la question ne se poserait pas. Mais que le Togo prenne sur lui la responsabilité de mettre en place un accord de fluidité douanière totale avec l'AES, il faut saluer ça. Nous restons critiques envers la dictature togolaise, mais nous saluons l'accord de fluidité, l'accord de continuité douanière qui est mis en place avec l'Alliance des États du Sahel. Voilà ce que nous impose le bon sens et la mesure dans le jugement politique. Cela étant dit, ceci explique sans doute pourquoi les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique installés par l'OTAN en Libye puis dans le Sahel s'acharnent maintenant contre le Togo. Je recommence. Tout ceci nous permet de comprendre pourquoi les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique, deux organisations créées par les puissances impérialistes de l'OTAN, on comprend pourquoi on s'acharne contre le Togo ces derniers jours. Les attaques terroristes sévères contre le Togo sont éclairées à l'aune de cette nouvelle phase de coopération douanière avec l'AES. Et j'en conclus donc que le président de facto du Togo, le président Faure Gnassingbé, sera obligé dans les prochains jours de choisir entre servir le peuple togolais et servir les intérêts de la France-Afrique
du néocolonialisme, de l'impérialisme étranger. Faure Gnassingbé va devoir choisir, ou alors il risque de périr. Il faut choisir le peuple togolais. Il faut choisir les peuples africains et rompre avec le néocolonialisme pour sauver l'autre partie de votre vie. Et, pour ainsi dire, commencer le processus de la repentance, le processus du pardon, le processus de la réconciliation togolaise. Un être humain peut tirer les conséquences des échecs de sa propre vie précédente et de celle de ses prédécesseurs et faire mieux. Voilà ce que je souhaite pour le Togo, dont je salue l'accord de coopération douanière avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, comme étant un accord révolutionnaire dans cette période particulière. Puisque tous ces pays sont donc obligés de lutter ensemble contre le terrorisme, puisque tous ces pays savent que le terrorisme que nous subissons en Afrique est implanté par le néocolonialisme et l'impérialisme occidentaux et moyen-orientaux. Puisque vous savez qui nous terrorise en Afrique, agissez en conséquence. Vous savez qui terrorise les Africains. Faure Gnassingbé, vous savez très bien qui a tué Kadhafi, qui a détruit la Libye, qui a créé Al-Qaïda, qui a créé l'État islamique, qui met à feu et à sang depuis plus de 10 ans le Mali, le Burkina, le Niger. Vous savez très bien quelle est l'alliance qui a organisé l'infiltration de ces tueurs sans foi ni loi au nord du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Cameroun, au Tchad. Vous savez, Faure Gnassingbé, vous êtes mieux informé que moi qui parle à cet instant. Mais vous devez faire un choix décisif. Le choix de la politique des peuples et la rupture avec la politique néocoloniale. Vous ne pouvez pas le faire si au Togo, vous n'engagez pas la repentance, le pardon, la réconciliation inter-togolais, si vous ne faites pas respirer les cellules togolaises en laissant vivre nos frères qui sont encore dans vos géoles. Président Faure Gnassingbé, vous n'y parviendrez pas. Feu Bala Keïta disait, un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Avec le néocolonialisme et l'impérialisme, vous essayez d'avoir un pied dehors dans le néocolonialisme et l'impérialisme et un pied dedans dans le panafricanisme révolutionnaire. Attention, sachez que pour les panafricanistes, ça veut dire que vous êtes dehors. Et de la même façon, pour les impérialistes et les néocolonialistes, vous êtes toujours dehors. Donc, attention à la double marginalisation. En voulant gagner sur tous les râteliers, on perd sur tous les râteliers. Choisissez le peuple togolais, choisissez le peuple africain et engagez l'œuvre la plus difficile de votre vie, le renoncement à l'accaparement personnel du pouvoir d'État, la restitution de l'espérance au peuple africain. Car vous n'êtes pas éternels. Nul d'entre nous n'est éternel sur cette terre sous la forme humaine. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et c'est en lui, finalement, que nous fondons notre espérance de continuer à vivre lorsque ce corps aura fini de remplir sa mission sur la terre. Alors pour cela, faites un effort. Libérez le peuple togolais. Comme Assimi Goïta est en train de libérer le peuple malien. Ibrahim Traoré libère actuellement le peuple burkinabé. Abdourahmane Tiani libère actuellement le peuple nigérien. Président Faure Gnassingbé, il faut libérer le peuple togolais. C'est cela même qui va rendre beaucoup plus facile l'adhésion du Togo à l'Alliance des États du Sahel et l'élargissement de la grande puissance africaine du XXIe siècle. C'est ce que je voulais dire. Et j'espère que je l'ai dit clairement pour tout le monde. Bien, à l'avant-dernier point de cette intervention, le président Abdourahmane Tiani a parlé hier à l'occasion de l'an 1 de la révolution nigérienne. Il a rappelé les 4 cadrans de la révolution nigérienne. Et je suis remarquablement frappé par la constance de son discours. C'est ce qu'il avait déjà dit dans ses discours de fin juillet 2023. C'est ce qu'il a dit dans son discours du 3 août 2023. C'est ce qu'il va dire dans son discours du 18 août 2023. C'est ce qu'il dit dans son discours de mi-septembre 2023. C'est ce qu'il va dire en octobre, autour du 7 octobre 2023, dans son allocution. C'est ce qu'il dit dans son allocution de fin d'année, en décembre 2023.
C'est cela qu'il a réitéré là, dans son discours, justement, du 25 juillet 2024, célébrant l'an 1 de la Révolution. 1. Qu'est-ce que la Révolution nigérienne? C'est la détermination de ceux qui gouvernent le Niger à construire une sécurité et une paix autonome dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Doter le Niger d'une paix et d'une sécurité autonome, donc d'un système de défense propre. Deuxième élément important, la révolution nigérienne consiste à investir dans ce qui améliore les conditions de vie sociales, les conditions de vie économiques, les conditions de vie psychologiques de la société nigérienne. Donc, investissement dans l'éducation, investissement dans la santé, investissement dans la formation, dans l'emploi, investissement dans tout ce qui concerne les conditions de vie des Nigériens. Deuxième axe. Troisième axe, et il a beaucoup insisté là-dessus, la modernisation des institutions. Et le président Tiani fait partie des premiers dirigeants africains du 21e siècle à estimer que la modernisation des institutions africaines doit se faire en s'inspirant des institutions traditionnelles africaines qui ont marché merveilleusement et qui doivent inspirer l'aujourd'hui et le demain. Le président Tiani, que vous voyez, est un excellent connaisseur de l'histoire institutionnelle du Sahel. Non pas l'histoire coloniale, néocoloniale ou impérialiste, mais l'histoire traditionnelle. C'est l'un des rares hommes d'État de l'Afrique francophone aujourd'hui à connaître l'histoire des califats, l'histoire des sultanats et l'histoire des empires, à en connaître les pratiques politiques et à voir comment celles-ci peuvent être réappropriées dans la construction de la République. Donc, le chantier de l'invention institutionnelle est un chantier central dans lequel ce n'est pas la logique du triangle de la domination dénoncé par le président Ibrahim Traoré qui compte, mais c'est une logique circulaire, la logique de la participation, la logique de l'implication de tous dans cette chose centrale qu'est la nation. Et que dit la célèbre devise « Labu Sanino Sanchan Kaseni ». Quand il est question du pays, nous laissons tout et nous nous retrouvons tous au centre. Enfin, le quatrième élément fort du discours que j'ai entendu hier, c'est l'élément de la révolution diplomatique. C'est le langage de vérité qui maintenant siège à Niamey. Et c'est ce langage de vérité qui est dit aux ennemis intérieurs et extérieurs. Le président Tiani a prévenu les ennemis intérieurs. La rébellion montée par la France-Afrique pour tenter de déstabiliser les institutions du Niger et qui est entre autres coupable du double sabotage du pipeline Koulélé-Sémé. Cette rébellion, l'a rappelé le président Tiani, sera scientifiquement, méthodiquement, rigoureusement écrasée. Deuxièmement, le président Tiani a rappelé sa solidarité avec la ligne anticolonialiste, anti-impérialiste et panafricaniste révolutionnaire adoptée par ses deux alliés, ses deux grands complices, ses deux grands compagnons révolutionnaires, les présidents Assimi Goïta du Mali et Ibrahim Traoré du Burkina. L'Afrique sahélienne, la confédération de l'Alliance des États du Sahel, est dans une dynamique révolutionnaire panafricaniste, souverainiste et traditionnaliste. Et cette dynamique s'affirmera dans le terrain diplomatique par le refus de toute vassalité, le refus de tout précaré, le refus de toute zone d'influence d'une puissance non africaine dans les affaires africaines. C'est cette allocution forte que le chef de la révolution nigérienne nous a délivrée hier et qui me permet de dire qu'en réalité, à la tête de tous les pays africains, on devrait retrouver des leaders de la trempe du président Goïta, du président Traoré et du président Tiani. Ces trois chefs d'État dressent le portrait robot du dirigeant panafricaniste révolutionnaire du 21e siècle. Suivons-les au quotidien, car en réalité, leurs actions et leurs paroles étant en cohérence, ils contribuent à nous rendre la confiance en la capacité africaine de gouverner pour les Africains en Afrique. Je voudrais saluer ici cette intervention vigoureuse et magistrale qui a à peine duré 14 minutes. Le président Tiani étant souvent l'homme du propos dense, du propos condensé,
du propos fort. Je voudrais conclure maintenant cette émission par un sujet qui peut vous avoir échappé. Le sujet qui peut vous avoir échappé, c'est que l'Alliance des États du Sahel, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, a désormais un port naturel. Ce port naturel, c'est le port de Lomé au Togo. Je m'explique. Les directions douanières du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont réunies avec la direction douanière du Togo il y a maintenant 48 heures. D'ailleurs, ils ont été reçus au Niger par le président Abdourahmane Tiani. Ils le seront sans doute de la même façon au Burkina Faso et au Mali par les présidents Traoré et Goïta. Le président Goïta étant le président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. J'espère que vous le savez, que la Confédération a actuellement un président, qui est le président confédéral. Et il faudrait qu'on mentionne cela. J'en profite pour le rappeler aux communicants des 3 pays de la Confédération. Quand on parle de la Confédération, quand on parle du président Goïta pendant 1 an, on doit dire le président confédéral. Il est le président de la transition du Mali, il est chef de l'État du Mali et il est le président confédéral. Président confédéral du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Président confédéral de l'Alliance des États du Sahel. C'est lui, pendant 1 an. Il faut que ces écritures-là passent pour que les Africains s'habituent au fait que nous sommes capables de dépasser ces histoires de frontières pour nous assumer comme confédération et bientôt comme fédération. Sans plus tarder, je vous le rappelle, après le commentaire de cette déclaration hebdomadaire, je voulais vous parler maintenant de Aliko Dangote qui se retrouve dans les tourments du néocolonialisme, de l'impérialisme et du vassalisme nègre. Il se retrouve dans une affaire entre le pétrole et la mafia. Écoutons cet élément. Les autorités nigérianes est survenue après les élections présidentielles remportées par Bola Tinubu, succédant à Muhammadu Buhari, un allié de Dangote. Conflit entre Dangote et les autorités nigérianes est survenu après les élections présidentielles remportées par Bola Tinubu, succédant à Muhammadu Buhari, un allié de Dangote. C'est Africa News. Je ne me serais jamais lancé dans ce projet si j'avais su dans quoi nous allions nous engager. Honnêtement, nous n'avions pas la moindre idée de ce dans quoi nous nous engagions et c'est pourquoi dès le départ nous avions lancé 31 projets simultanément. Rien que cet exemple suffirait à donner des cheveux blancs et des maux de tête. Désormais, nous sommes au milieu de la mer. Si nous arrêtons de nager, nous coulerons. La seule option est de continuer à nager, peu importe l'état de fatigue. La mafia du pétrole est pire que la mafia de la drogue. Dans la drogue, vous savez qui vous combattez. Mais dans le pétrole, vous ne le savez pas. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, même au sein de l'entreprise. Je peux vous dire que je suis sûr à 100% qu'ils ont peut-être même infiltré des gens. C'est ainsi qu'ils opèrent, mais vous savez, c'est regrettable et c'est une honte nationale pour nous qui essayons de résoudre le problème des files d'attente pour le carburant depuis 1972. Ok. Aliko Dangote est un milliardaire, l'un des plus importants que l'Afrique ait jamais connu et probablement peut-être le plus grand milliardaire africain de ce temps. Il a décidé de construire au Nigeria, son pays d'origine, une immense raffinerie de pétrole. Quel est le principe même de la raffinerie de pétrole? Vous savez, quand le pétrole sort de terre, c'est comme de la boue. Et on doit en fait procéder à des opérations chimiques pour séparer les différents types de carburants et en faire des produits finis. Ça va donc donner d'un côté des plastiques, ça va donner de l'autre côté, par exemple, du pétrole, ça va donner du gazole, ça va donner plusieurs variétés de produits. Et cela, c'est le travail d'une raffinerie. La raffinerie, c'est en fait une industrie ayant pour but de séparer et de constituer les différents produits dérivés du brut qui sort de la terre. Dangote a construit donc la plus grande raffinerie qu'un Africain ait jamais construite en Afrique depuis que le pétrole est exploité. La plus grande raffinerie qu'un Africain qu'un entrepreneur africain ait jamais construite, il l'a bâtie au Nigeria. On s'attendrait à ce que la réalisation de Dangote soit une source de réjouissance, non pas simplement pour le peuple nigérien,
mais également pour les autres.